Maître manipulateur, conquérant planétaire, dévoreur d'âmes, seigneur des cauchemars, dragon tyran, démon qui forge l'acier. Bienvenue dans les recoins sombres de DreamWorks. Aujourd'hui, nous allons classer les méchants des films d'animation DreamWorks, du moins aux plus maléfiques, en débutant par la catégorie la plus légère. Commençons par les méchants qui, selon l'histoire, ont retenu une leçon et ont changé. Ce sont les méchants réformés. En bas de la liste, voici l'exemple classique du monstre devenu animal de compagnie. Chunky des Croods. Chunky commence comme la créature la plus dangereuse parmi toutes celles qui attaquent le groupe principal de personnages. Il n'hésite pas à attaquer les gens quand ils sont à terre, et il ne prend pas toujours la poursuite de sa proie au sérieux. Du moins, jusqu'à ce qu'il y soit forcé. Ensuite, nous avons l'une des deux moitiés du duo maléfique de trolls ensemble, Venir. D'un point de vue objectif, Venir est tout aussi coupable que sa sœur de leur crime commun. Il a participé à des enlèvements, des actes de torture et des fraudes à grande échelle. Alors pourquoi n'est-il pas plus haut dans le classement ? Eh bien, pour faire simple, il a en fait une boussole morale, ce qui le distingue assez clairement de sa sœur. Il est évident que Venner est manipulé par Velvet pour faire ce qu'il fait. L'exemple le plus flagrant de cela est probablement la scène où Floyd a essayé de faire appel à sa morale pour convaincre Venner de le laisser partir. Ce n'est pas parce que c'est ta sœur que tu dois la laisser te traiter comme un moins que rien. Sinon... Seulement pour que Velvet, par coïncidence, décide d'être gentille et encourageante envers son frère pour la première fois du film. Waouh, quel beau retournement sincère pour son personnage. Eh bien non, elle continue de l'insulter verbalement après ça. Venir révèle ses fautes et celles de Velvet lors d'un spectacle, faisant preuve de courage. Il accepte ensuite sa peine de prison avec le sourire, heureux de pouvoir se racheter. Très bien, ce sera la prison. Espérons que Floyd lui rende visite en prison, même si je comprendrais qu'il ne le fasse pas. Ensuite, voici le vrai requin solitaire, Don Lino. Gang de requins à l'un des héros les moins sympathiques de DreamWorks, il est donc logique que son méchant soit aussi l'un des moins maléfiques. Tu sais qui je suis ? Je suis le Don, le patron. Il faut reconnaître au Don qu'il aime vraiment sa famille. Il les traite généralement, ainsi que ses alliés, avec gentillesse, j'insiste sur le généralement. Malheureusement, la plupart du crédit qu'il pourrait obtenir pour cela est immédiatement annulé par ses méthodes impitoyables. Il est prêt à littéralement torturer ses débiteurs s'ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Il refuse le choix de Lenny d'être végétarien et insiste pour qu'il mange des créatures plus petites et sans défense. Juste ici devant moi, maintenant mange ça. On ne peut pas blâmer un requin d'être carnivore. Mais ce pauvre morceau voulait juste vivre. Il trouve un peu de rédemption grâce à Oscar qui lui fait entendre raison. Ce qui conduit finalement Lino à se réconcilier avec son fils et à faire la paix avec le récif, allant même jusqu'à revenir soutenir la station de lavage de baleines. Manger de petites créatures sans défense est une chose, mais aider les autres à le faire est pire. Voici Creek du film original Trolls. À l'origine un ami du village et le béguin de Poppy, Creek était une victime des circonstances. Quand les trolls furent capturés par les Bergens, Creek fut choisi comme repas de Gristle. Oh, mon premier troll! Réussissant d'une manière ou d'une autre à s'échapper de sa bouche, Creek trouve la solution de trahir ses amis du village des trolls en échange de la vie sauve. Honnêtement, je peux au moins comprendre en partie pourquoi il a fait ça. Je fais ça pour toi. Être dévoré vivant rendrait sûrement quelqu'un désespéré et irrationnel. Mange quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre, tout le monde sauf moi. Mais en présentant sa décision comme un sacrifice héroïque, car il porterait la culpabilité, il perd beaucoup de la sympathie qu'on pourrait lui accorder. Sans mentionner son sourire suffisant en menant chef à la cachette des trolls, s'il n'est pas plus haut dans le classement, c'est parce qu'il revient dans Best Goes On. Il s'excuse et promet de mieux agir si une situation semblable se reproduit. Je ne comprends pas comment Poppy et la bande ont pardonné à ce type en 11 minutes. Mais tant mieux pour lui. S'il a changé, Pourquoi tu n'essaierais pas d'être un peu positive, hein ? Un peu de positivité irait bien avec cette fête. il va falloir plus que quelques vidéos d'excuses pour que quelqu'un fasse à nouveau confiance à ce type. Tu ferais mieux de sortir ton ukulélé écrit. Une autre méchante des trolls, la Reine Barbe, arrive ensuite. Si tu as déjà eu affaire à un élitiste musical, quelqu'un qui refuse catégoriquement de reconnaître toute musique qu'il n'apprécie pas personnellement, alors la Reine Barbe va sûrement te parler. Le plan de Barbe était simple et brutal. Elle voulait unir tous les trolls sous le rock'n'roll, détruisant les autres genres et cultures musicales avec une grande brutalité. Je peux faire de nous une seule nation de trolls unis sous le roc. Ouais, mais que peut-il arriver si on réduit chaque troll à un seul genre et une seule culture sans? Aussi tordues que soient les motivations de Barbe, elle a finalement montré des remords pour ses actes et a même réussi à devenir amie avec Poppy par la suite. C'est sans doute une des rédemptions les moins satisfaisantes, mais cela en reste une. La rédemption la plus marquante est sans doute celle de Humpty Alexandre Dumpty dans le premier film Le Chapeauté.
Ami d'enfance du chapeauté, Humpty tenait profondément à leur amitié. Quand le chapeauté est devenu héros et que Humpty a eu l'impression d'être abandonné, cela a été difficile à accepter pour lui. Quand le chapeauté a voulu arrêter sa vie criminelle, Weevil l'a impliqué dans un braquage de banque de grande ampleur sous de faux prétextes, ruinant sa réputation et le chassant de la ville. C'est l'argent du peuple. En plus, il a osé reprocher au chapeauté de l'avoir abandonné face aux conséquences de ses actes. Sauve-moi! Sauve-toi. Et en plus de ça, il trahit encore Chapeauté plus tard. Il n'évite une place plus élevée parmi les plus maléfiques que grâce à ses derniers instants, où il aide Chapeauté à sauver la ville de la terreur, sacrifiant sa vie pour que Chapeauté remonte l'Ouaké-d'Or. Chapeauté, tu dois sauver le bébé, sinon la maman détruira Sam Ricardo. Tu ne le croirais pas, il avait un cœur en or tout ce temps. C'est le cadavre d'un homme. Pour clore cette catégorie est sans doute la rédemption la moins directe d'un méchant DreamWorks, le capitaine Smek. Ses actes sont moins odieux que ceux de Barbs ou Humpty, mais son ego et sa mesquinerie compensent en cela. Smek, maniaque du contrôle, fuit toujours ses problèmes. Même si protéger son peuple est compréhensible, c'est le vol de la pierre par Smek au Gorg qui cause leur poursuite par leurs pires ennemis. Smek est donc à la fois lâche et abruti. Je ne l'abandonnerai pas. Quelqu'un, apportez-moi ma couverture anti-stress. En profitant de sa position de chef et de sa précieuse pierre pour faire taire les gens. Finalement, la pierre était un œuf de Gorg avec des larves. Donc Smek transportait sans le savoir des enfants à naître et fuyait leurs parents affolés. À ce stade, devenir DJ sur la Lune est sans doute ta meilleure option. Passons à la suite. Nous arrivons maintenant aux personnages qui n'ont pas vraiment eu d'arc de rédemption direct. Mais les antagonistes sympathiques sont ceux qui ne sont pas vraiment des méchants, à proprement parler. Au minimum, ils ont des raisons compréhensibles pour leurs actions. De loin, le plus pitoyable du groupe doit être Ken du film B-Movie. Joe, je veux dire, Ken est, je suppose, l'antagoniste du film B-Movie. Il n'apparaît pas souvent dans le film, mais quand c'est le cas, ses crimes consistent notamment à se mettre un peu en colère. Il essaie aussi de tuer Barry, ce qui, mec, c'est une abeille. C'est drôle, je ne m'en souviens vraiment pas. Non seulement Ken a le droit d'éliminer tout insecte qui envahit son appartement, mais il est littéralement allergique aux piqûres d'abeilles. Et sa petite amie ne fait que lui reprocher d'être aussi insensible en tuant ce pauvre innocent d'insecte à la Jerry Seinfeld. De quoi tu parles? Il y a d'autres insectes dans ta vie? Sérieusement, mec, Ken s'est fait avoir à tellement de niveaux. Imagine te faire larguer à cause d'une abeille, que cette abeille séduise ta copine et qu'ils ouvrent ensemble un cabinet d'avocats. Tout ça en un seul film. Oh, cette abeille vit ma vie. Laisse tomber, Ken. Ensuite, c'est un autre méchant ordinaire, mais pas doublé par Joe. Cette fois-ci, Melvin du film Capitaine Super Slip. Melvin, intello stéréotypé, dénonce sans cesse ses camarades pour gagner ce précieux bonus de points. Tu nous as dénoncés? Peut-être que oui, peut-être que non. Je l'ai fait. On pourrait même le classer plus haut pour ça, si ce n'était pas pour le scanner cérébral du professeur Popotin sur lui. Il s'avère que le haha gafa chuclealamus, c'est-à-dire la partie du cerveau qui te fait ressentir le rire dans cet univers, est complètement absente du cerveau de Melvin. Exactement, tu n'as aucun sens de l'humour, comme une chaise ou un mannequin. C'est pourquoi, bien que Melvin soit le plus intelligent de la classe, il ne comprend jamais les plaisanteries des autres. Il ne trouve aucune joie dans les activités d'enfants comme les blagues ou dessins animés. Il s'attache à tous les points bonus et à toute validation extérieure. Franchement, j'ai pitié de lui. Au-delà de son image de nerd, sa vie doit être difficile sans pouvoir rire. Ensuite, il y a Monsieur Tweedy, qui vit une situation difficile. Même s'il est le moins problématique des antagonistes de Chicken Run, il reste imparfait. Aucune poule ne s'échappe de la ferme des Tweedy. Il maltraite les poules de sa ferme et renforce l'environnement hostile instauré par sa femme. Malgré tout, il est maltraité par Madame Tweedy, ce qui fait douter de son réel choix dans cette histoire. Le Verminator dans Nos voisins, les hommes sont aussi brutal avec les animaux. Il prend un plaisir malsain à tuer des animaux et arbore une énorme effigie de lui frappant un lapin à coups de marteau sur sa camionnette. Il est important de noter que c'est un exterminateur. Verminator est en mission. Cela l'exclurait même de cette liste. Mais étant donné qu'il est plus que prêt à faire souffrir les animaux avant qu'ils ne meurent, même s'il l'enlève, il a clairement mérité sa place en tant que méchant. Les Fossas, originaires de Madagascar, sont dans le même cas. Plutôt que d'être des exterminateurs, évidemment, les Fossas sont simplement, des carnivores. Je suppose qu'on pourrait interpréter leurs actions comme le plaisir d'attaquer et de manger de petites créatures, mais on pourrait aussi y voir simplement le fait qu'ils apprécient d'être en vie. Tout de même, aussi tordu que soit le Verminator, il rend au moins service à sa communauté, alors que les Fossas, eux, n'agissent clairement que pour leur propre intérêt. C'est compréhensible, mais avec une liste pareille,
Il faut vraiment couper les cheveux en 4. En parlant de cheveux coupés en 4, le prochain est Monsieur Krupp, directeur de l'école primaire Jérôme Horwitz. Que vous lisiez les livres ou regardiez le film, vous savez que Krupp représente parfaitement la vision qu'ont les élèves de leur directeur. Je vais vous avoir, tous les deux, un jour, très, très bientôt. Il est strict, ennuyeux et aime tourmenter les enfants. Mis à part être l'alter ego du capitaine Sleep sans le savoir, il n'y a rien de vraiment positif à son sujet. Le film montre toutefois Krupp sous un angle étonnamment sympathique. Lorsque George et Harold réalisent à quel point la vie de Krupp est solitaire et vide, ils commencent à le comprendre un peu plus, allant même jusqu'à l'aider à avoir un rendez-vous avec la dame de la cantine dans le cadre d'une blague bien intentionnée. Ignorant leurs gestes, Krupp réagit à cette chance, en rendant les bandes dessinées confisquées et admet qu'elles étaient un peu drôles. J'ai le pressentiment que si tu ouvres ce méchant œuf, comme Humpty, tu découvriras un cœur en or. Ne fais pas vraiment ça par contre, ce serait un homicide. Gladys Sharp dans Nos voisins, les hommes, est une antagoniste peu sympathique. Oui, elle a l'apparence et l'attitude d'une Karen typique, c'est vrai, mais si tu ignores sa personnalité une minute, que fait vraiment Gladys comme antagoniste? Je veux dire, oui, demander à un exterminateur de s'assurer que la mort des nuisibles soit aussi cruelle que possible, c'est aller un peu trop loin. J'ai appelé l'exterminateur pour les tuer avant qu'ils ne soient blessés ainsi. Tout comme lui demander d'installer une arme de destruction massive illégale pour assurer la victoire. Adieu, infestation animale. Gladys voulait juste protéger sa propriété, mais elle reste une sale personne et peut-être une petite psychopathe. Même si elle ne méritait pas vraiment la prison, honnêtement, je suis content qu'elle y soit allée. Et pour clore cette catégorie, il y a la seule chose encore plus inévitable qu'une Karen, la mort. La mort est un concept effrayant, et le chapeauté, la dernière quête, en offre l'une des représentations les plus troublantes. Après avoir perdu la 8e de ses 9 vies, le chapeauté se retrouve littéralement face à face avec la grande faucheuse qui le traque depuis que le chapeauté existe. Il ne m'a même pas remarqué parce que le chapeauté rit au nez de la mort, pas vrai? D'un côté, on parle ici de l'incarnation littérale de la fin de la vie. Il n'y a donc vraiment aucune gymnastique morale ou mentale qui pourrait le présenter autrement que comme un méchant. Ceci dit, c'est un méchant qui fait juste son travail en emmenant les âmes dans l'au-delà. Tout le monde meurt un jour et la mort ne contrôle ni comment ni quand. Il est simplement ce qu'il est. Il se nourrit de la peur des gens, donc on ne peut pas le qualifier d'entrepreneur éthique. Au-delà de la mort, parlons des vrais méchants de la filmographie DreamWorks. Ceux dont les crimes justifient vraiment ce titre. Et pas ces bad guys-là. J'attends d'ailleurs la suite avec impatience. Nous débutons aussi l'année avec un autre méchant poilu, Tai Lung de Kung Fu Panda. On peut sincèrement dire que Tai Lung devrait être dans la catégorie précédente. Il a vraiment un passé tragique, étant donné que Shifu l'a littéralement élevé pour qu'il devienne le futur guerrier dragon, pour ensuite voir ce rêve lui être arraché par la sagesse d'Oogway, tandis que Shifu acceptait cela en silence. Voyant son monde s'effondrer, Tai Lung a tenté d'attaquer Oogway et a été emprisonné longtemps. Après son évasion, il a prévu d'attaquer la vallée de la paix sans pitié, prouvant qu'il était prêt à blesser des innocents qui n'avaient rien à voir avec son traumatisme. Pour les fans d'anime, c'est un peu le Dabi de My Hero Academia. Heureusement, Tai Lung a connu une sorte de rédemption lors d'une brève apparition dans Kung Fu Panda, car il était l'un des maîtres dont la caméléon a volé les compétences de Kung Fu. Après avoir été sauvé par Po, Tai Lung mène le groupe qui s'incline pour remercier Po. On se retrouve de l'autre côté, Guerrier Dragon. Le reconnaissant comme un vrai guerrier dragon. Cela pourrait marquer le début d'un bel arc de rédemption pour Tai Lung. Tant que cela ne se réalisera pas, nous le verrons juste comme le moins maléfique des véritables méchants évoqués aujourd'hui. Voici Vincent, le brutal ours noir de nos voisins, les hommes. RJ doit voler pour survivre, car il est un raton laveur sauvage vivant près de la banlieue. Mais voler les autres animaux peut lui être fatal. Quand il s'en prend à Vincent, et qu'en plus d'essayer de voler toute sa nourriture, RJ finit par la détruire complètement, Vincent lui propose un ultimatum. Je peux l'obtenir. Tout, absolument tout. Mon chariot rouge. Où? Comment? Soit RJ rend chaque miette volée d'ici la fin de la semaine, soit il devient sa nourriture à la fin de la semaine. Et ne pense même pas à t'enfuir, parce que si tu le fais, je te traquerai et je te tuerai. Quelle que soit ton opinion sur la peine capitale, être dévoré vivant pour un vol est forcément une punition cruelle et inhabituelle, non? Mais bon, l'ours doit bien manger, donc on peut au moins compatir avec lui sur ce point. Restons dans la forêt avec le nouveau méchant DreamWorks Vontra, du film Le Robot Sauvage. Même si elle se dit moralement neutre, je n'en suis pas totalement convaincu. Même si elle est programmée pour être aussi néfaste qu'elle l'est, malgré son attitude amicale qui suggère le contraire, nous avons des doutes sur le fait qu'elle ait vraiment besoin d'aller aussi loin. Cette fille a provoqué un grand incendie de forêt pour poursuivre un robot.
tout cela pour une entreprise qui ne se soucie sûrement pas d'elle. Je suppose, pour sa défense, qu'elle ne fait que son travail. Mais contrairement à la mort, elle est prête à considérer beaucoup de choses comme des dommages collatéraux dans l'accomplissement de sa mission. Elle n'est pas vraiment maléfique, mais je n'aurai aucune confiance en cette étrange méduse robotique. Choisissez un numéro, n'importe lequel, monseigneur, Thelonious y sera. Thelonious, bras droit de Farquaad, est un bourreau haut placé, geôlier, prêt à accomplir toutes les basses besognes que son seigneur souhaite. Il ne semble pas être tout à fait là, surtout qu'il ne connaît apparemment pas la différence entre 2 et 3, ce qui lui vaut la médaille du pêcheur darwinien. Et pouvez-vous compter jusqu'à 3, milord? Cependant, tous les points qu'il aurait pu gagner pour son incompétence sont annulés car, pour une raison incompréhensible, il sert toujours Farquaad, même après sa mort. Fiona et Shrek t'invitent à leur mariage après tout ça, et tu les remercies ainsi? Quelle honte, Thelonious, tu vaux mieux. À présent, c'est à Mademoiselle Grugnon, l'assistante sociale. Nous avons vu de nombreux méchants pleins de préjugés à Wicked Binge, mais un méchant spéciste comme Mademoiselle Grugnon, persuadé qu'un chien ne peut élever un garçon humain, est unique. À mon avis, un chien ne pourra jamais être un parent convenable pour un petit garçon. Ce qui, je veux dire, n'est pas la pire opinion que j'ai entendue. Mais cela n'excuse pas le fait qu'elle utilise le fait que Sherman se défende contre un tyran comme prétexte pour lancer sa quête visant à le faire retirer à Monsieur Peabody. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Il est clair qu'elle ne se soucie pas des enfants qu'elle aide, mais qu'elle semble vraiment juste apprécier le pouvoir qu'elle exerce sur les autres. Sans parler du fait qu'elle fait partie de ces personnes qui considèrent que se défendre contre un harceleur est aussi grave que d'être un harceleur. C'est pourquoi il figure en bonne place dans cette liste. Le principal antagoniste de Madagascar 2, Makunga, arrive ensuite. En combinant Scar du Roi Lion et Gaston de la Belle et la Bête, on obtient cet aspirant roi de la jungle. Makunga veut être le lion alpha juste pour commander les autres, et il ne cache pas vraiment ce désir. Je suis plus beau, j'ai de plus beaux cheveux, je suis plus intelligent qu'on le croit et je veux que tout le monde fasse ce que je dis. Il tente surtout de dissimuler son incompétence. Il use de manipulation pour forcer Alex à affronter un lion plus fort, poussant ainsi Zuba à abandonner sa position de lion alpha pour n'avoir pas banni son fils. Malheureusement, le lion alpha doit bannir tous ceux qui échouent. Makunga a atteint son but, mais s'est montré un chef médiocre, incapable de résoudre la sécheresse, autrement qu'en imposant des ordres ou en se battant. Il a finalement été détrôné par une vieille dame qui devrait maintenant être vue comme le lion alpha, non? Je pense que c'est une bonne carrière pour elle. Ensuite, il y a Chantel Dubois, une autre méchante de Madagascar. En réalité, elle a un code moral proche de Verminator, mais elle est beaucoup plus extrême. Maintenant, c'est avec moi que tu dois traiter. Tu vois, pour Dubois, c'est plus qu'un travail. C'est aussi un passe-temps. Elle collectionne les têtes d'animaux qu'elle prélève et accroche à son mur, le puissant lion étant sa cible la plus convoitée. Lion. Quand Alex et sa bande restent coincés en Europe, Dubois saisit une occasion rêvée offerte par les dieux. Elle utilise tout ce qu'elle a pour traquer ce lion. Un lion. Maltraitant ses employés au passage. Je suppose que c'est mieux qu'elle décharge ses problèmes psychologiques sur des animaux plutôt que sur des humains. Mais bon, ce n'est pas vraiment bien, juste moins grave, même si ce n'est pas aussi inhumain que certains autres. Le prince charmant est l'un des personnages les plus détestables de Shrek. Le plus courageux et le plus beau de tout le royaume. Écoute, je lui accorde ça, il a littéralement été élevé par la marraine la Bonne Fée pour vaincre le dragon et sauver la princesse Fiona. Donc, le fait qu'un ogre ait indirectement volé le but de sa vie a dû être assez difficile à vivre. Je le frapperai là où il se tient. Il regrettera amèrement le jour où il m'a volé mon royaume. Mais cela n'excuse pas ses tentatives de rallier d'autres créatures marginales contre des héros comme Shrek, organisant un coup d'état contre fort lointain. C'est plutôt juste. Tentative de meurtre et complot, c'est très grave. Honnêtement, ça peut surprendre, mais j'ai un peu de peine pour Charmant. Tenter de tuer Shrek, c'est vraiment pas cool. Mais il faut se rappeler que la mère de ce gars-là l'a pourri gâté toute sa vie uniquement pour de grandes récompenses. On lui avait promis monts et merveilles, et tout lui a été arraché, et quelques jours plus tard, sa mère aussi. Charmant n'est pas un mec bien, mais c'est l'un des rares méchants de la luxure pour qui on peut ressentir un peu de compassion. Elle est peut-être bien moins menaçante que les autres, mais Lola mérite clairement une place de choix sur notre liste. D'emblée, je pense que Lola mérite la médaille de l'avarice. Le terme « croqueuse de diamants » a été inventé pour des personnes comme Lola ou Fish Flick. Peu importe. Eh bien, j'imagine que ça fait de moi Oscar le millionnaire, le millionnaire, le millionnaire. Elle ne s'est littéralement intéressée à Oscar que parce qu'il avait le potentiel de devenir riche. Et quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle se tourne vers la seule chose qu'elle désire plus que l'argent, la vengeance. Sortir avec Don Lino fait d'elle une traîtresse à sa classe, en plus d'être déjà une croqueuse de diamants.
Ce n'est pas une méchante qui se classe aussi haut à cause de motivations exceptionnellement dangereuses, mais plutôt à cause de son absence totale de qualité attachante. Ce poisson appartient au récif. Pour clore cette section, voici le véritable méchant de Megamind, Titan. On dit que le pouvoir ne corrompt pas, il révèle. Par exemple, que se passe-t-il quand on donne des super-pouvoirs à un incel stéréotypé? On obtient Titan, la forme surpuissante de Hal Stewart. Avec ma puissance et ta grosse tête, on pourrait régner sur la ville. Son béguin évident pour Roxanne Ricci était l'une de ses plus grandes motivations pour devenir un héros puissant. Du moins, jusqu'à ce qu'elle le rejette. Cela conduit Titan non seulement à abandonner Roxanne Ricci au sommet d'un immeuble, mais aussi à utiliser ses pouvoirs pour provoquer des destructions inutiles dans toute Metro City. Ce tournant voit à Hal la médaille du centre de la luxure. C'est l'équivalent surhumain d'un geek immature en crise car il n'a pas eu le jouet voulu. Laisse-moi deviner, après avoir vu à quel point je suis génial, tu reviens enfin à la raison. Eh bien, je suis passé à autre chose. Quelqu'un avec de telles motivations n'est pas totalement maléfique. Donc on lui laisse une marge et on ne le classe pas parmi les pires. On arrive au personnage incarnant la vraie méchanceté, le vrai méchant. Victor Carterman, premier de cette catégorie dans Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, ressemble étrangement aux deux derniers méchants. Comme Hal, il veut désespérément sortir avec une femme, mais comme Lola, c'est uniquement pour l'argent, bébé. Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Il méprise le souhait de Lady Tottington de traiter humainement les lapins sur sa propriété et harcèle sans cesse elle et les animaux qu'elle veut protéger. Même après avoir appris que le lapin-garou est Wallace, il reste prêt à lui tirer dessus avec un fusil. D'accord. Et alors si c'est cet idiot fini, personne ne te croira jamais. Ce qui fait de lui un pire coureur de dot que Lola, qui n'avait pas commis de tentative de meurtre. Là, on avance. Ensuite, c'est le chef Bergen du film original Trolls. Là, on essaie vraiment d'être aussi compréhensif que possible avec ces méchants. Par exemple, si j'étais exilé de toute ma communauté pour une erreur honnête sur laquelle je n'avais aucun contrôle, je serais moi aussi assez désespéré à l'idée de me remettre en bon terme avec eux. Même imparfait, je n'imaginerais pas manipuler mes amis et voisins en leur faisant croire que le bonheur passe par manger de petites créatures sans défense et les forcer, surtout quand il est prouvé que j'ai tort. C'est ça. Un troll calme est un troll savoureux. Quand même, le chef méchant vaincu en étant mangé à la fin, c'est une belle ironie. Elle allait trahir Creek, mais comme Creek était aussi un traître, je ne sais même pas comment qualifier ça moralement. Il y a aussi une autre chef, plus motivée par l'argent, Madame Tweedy de Chicken Run. Blesser ou tuer des animaux est souvent un signe précoce de psychopathie chez un enfant. On peut donc imaginer qu'une femme dirigeant sa ferme de poulets comme un camp de la mort est très inquiétante. Son plaisir à tourmenter les poules est horrible, surtout que tout cela n'est que pour l'argent. Mais cela ne suffirait pas à la hisser si haut. Ce qui la distingue, c'est sa façon de maltraiter Monsieur Tweedy. Elle le blesse constamment physiquement, verbalement et émotionnellement, et ne l'utilise guère que comme un domestique pour ses plans diaboliques. C'est une machine à voyager dans le temps, imbécile, les poules entrent, les tartes sortent. À un moment, il n'est plus vraiment un antagoniste. Même si sa relation avec le Dr Fry était moins mauvaise, cela n'efface pas ce qu'elle a fait à son ex-mari. Tout est dans votre tête, Monsieur Tweedy, dites-le. Espérons qu'une nouvelle explosion lui ait appris une leçon. Mais sans doute pas. Ensuite, mais voici le méchant qui a fini dans la chasse d'eau, le crapaud. Encore un de ces méchants qui frôlent la sympathie. L'histoire d'origine du crapaud est celle d'un animal de compagnie abandonné. Il a été jeté dans les toilettes et remplacé par le nouveau rat de compagnie tout brillant du prince Charles. Il a alors développé une haine totale envers les rats. Malgré sa rancune, il a tenté d'être aimable avec Roddy, un autre animal de compagnie, jusqu'à ce que celui-ci détruise sa précieuse collection d'art, renforçant ainsi sa haine envers les siens. Papa se débarrassera de tous, il ne restera plus que Ditty Witty. Mais même si cela n'était pas arrivé, cela n'enlèverait rien à la cruauté du crapaud. Qu'en penses-tu? Enfuis-toi, cours! Il conserve ses ennemis congelés comme trophées et prévoit d'inonder Ratropolis pour massacrer la population et assouvir sa rage. Cependant, il n'est pas seul à avoir été submergé par la haine d'une autre espèce. Mais pour Dave la pieuvre, sa haine s'est répandue plus largement et de façon encore plus brutale. Quoi? Tu te moques de moi? Tu sais, Dave a envié les manchots dès leur arrivée aux zoo de Central Park. Quand leur mignonnerie a détourné toute l'attention qui revenait à Dave, il a développé une rancune non seulement contre eux, mais aussi contre tous les animaux mignons et câlins du monde entier. Oui, cela lui vaut la médaille du centre de l'envie, car sa jalousie l'a poussé à créer le sérum Méduse pour les rendre si laids que la société se retournerait contre eux. Comment cela aiderait-il Dave à retrouver l'amour du public, me demanderez-vous? Eh bien, je veux dire, vous pouvez demander, mais je ne connais toujours pas la réponse, je ne sais pas. Et ensuite? Tu penses que ça va faire en sorte que tout le monde t'aime? Non, mais ils te mépriseront. Je sais juste que quiconque déteste les manchots ne peut pas être innocent.
Désolé, attends, j'habite par ici. La méchante calculatrice de Shrek de la Marraine, la bonne fée, arrive ensuite. Elle ne fait pas vraiment de fausse publicité pour ses services, elle les présente simplement comme étant bien plus agréables qu'ils ne le sont en réalité. Maintenant, ne t'inquiète pas, je suis là pour arranger tout ça. Quand elle dit que le bonheur n'est qu'à une larme, elle a organisé la vie de son fils, passant un accord avec les parents de Fiona, la libérer de sa malédiction contre son mariage avec le prince charmant. Oh, crois-moi, Harold, c'est ce qu'il y a de mieux, non seulement pour ta fille, mais aussi pour ton royaume. C'est une manière calculée de tenter une forme de domination mondiale, mais qui a failli réussir et qui a profité de son fils et de toute une famille, laissant leur bonheur littéralement en suspens comme moyen de chantage. Tout de même, elle a eu la gentillesse de nous offrir cette reprise de I Need a Hero. Alors au moins, bravo pour ça. Juste en dehors de notre top 20, oui, vraiment, nous avons Tsekelkan du film La Route d'Eldorado. Bonjour mes seigneurs. Les prêtres corrompus sont déjà assez mauvais en soi, mais lorsqu'ils croient au sacrifice humain pour leur dieu, ils atteignent un tout autre niveau de dangerosité. Pour Tsekelkan, les gens servent surtout de monnaie d'échange pour obtenir la faveur des dieux. Il a sans aucun doute tué d'innombrables personnes au cours de sa carrière, si on peut vraiment appeler ça une carrière. Il semble qu'il manque quelque chose. Ah, c'est vraiment génial. Il n'hésitera même pas à éliminer son acolyte pour plus de pouvoir. Le caméléon, le méchant le moins intimidant de peau, arrive ensuite. Si vous craignez les lézards ou les escaliers, quittez cette vidéo. Ce reptile voleur de talent ne vous épargnera pas. Même les morts ne sont pas à l'abri, car son plan est de voler le pouvoir des maîtres du kung-fu du passé et du présent, comme Shen, Tai Lung et Kai. Cette petite reptilienne en veut encore plus. La seule chose positive à propos de la caméléone est qu'elle a recueilli Jen, orpheline, alors qu'elle était jeune. Et même là, c'était surtout parce qu'elle voyait en elle le potentiel nécessaire pour réaliser ses propres rêves de grandeur en kung-fu. En fait, si elle n'est pas mieux classée, c'est parce que d'autres méchants ont des ambitions plus dangereuses que d'imiter le kung-fu. Par exemple, passons d'un personnage dont le plan consistait à voler le talent de célébrités célèbres à un autre dont le plan consistait aussi à voler le talent de célébrités célèbres. C'est Velvet de Troll 3 ensemble. Loin de son frère, elle se distingue comme le cerveau du plan frauduleux du duo pop. Elle enlève Floyd pour s'approprier son talent, souhaitant devenir célèbre avec son frère et compte attirer Brozone en simulant une mission de sauvetage, ou selon lui un simple changement de pile. C'est ce que je vise. Elle est pleinement consciente du fait qu'elle torture les trolls pour faire cela, sans avoir la moindre compassion ni le sens des responsabilités de son frère. Finalement, sa volonté de briller à grande échelle cause sa perte. Il reçoit alors la médaille de l'orgueil et une place sournoise sur notre liste. L'un des méchants les plus intelligents de toute la liste, le prochain est le professeur Poupipan. Ne vous laissez pas tromper par son nom. Poupipan, ce n'est pas une blague. En réalité, s'il avait obtenu ce qu'il voulait, il aurait supprimé tous les rires pour que plus personne ne se moque de son nom. Une plus grande capacité à rire. Pendant des années, j'ai essayé de la réduire ou de l'éliminer complètement. Si vous trouvez cette position trop élevée, laissez-moi préciser. Cet homme veut littéralement lobotomiser le monde, surtout les enfants, pour qu'ils ne puissent jamais ressentir de vraie joie. Ça te fait toujours rire maintenant, Poupipan? Je ne comprends pas. Je comprends la gêne, mec. Mais tu t'es surpassé en te faisant tabasser par un homme obèse en slip blanc. Avec toute cette intelligence, tu n'as même pas pensé à changer de nom. La Dr Zara est l'une de nos méchantes les plus froides, ce qui a du sens vu son film d'origine. Burnish paraît impitoyable face à Everest, mais à côté de Zara, il fait figure de gentil. La Dr Zara ne cherche ni à faire progresser la science, ni à protéger des espèces menacées. Zara ne s'intéresse qu'à la gloire et à la fortune. Quand Burnish s'avère ne pas être une si mauvaise personne, Zara décide de ne plus vouloir travailler pour lui et se précipite pour capturer le puissant Yeti à tout prix. Tireur. Vite, Monsieur Burnish a besoin d'aide. Elle pousse même Yi, un garçon de 16 ans, du haut d'un pont, ce qui aurait pu être fatal si ce n'était pas un film pour enfants. Ce n'est pas cool, Dr Zara, contrairement à toi à la fin du film. Trop loin? Non, c'est parfait. On entre dans la catégorie des antagonistes impitoyables, et la prochaine est Chelsea Van Der Zee. J'admets que Ruby Gillman, l'ado Kraken, est l'un des films les moins remarquables de Schummerks. Mais côté méchant impitoyable, il ne déçoit pas. Chelsea est en réalité Narissa, incognito, la reine sirène vaincue par la mère de Ruby 15 ans plus tôt. Je n'arrive toujours pas à croire que ta mère t'ait caché tout ça. La sirène a attendu 15 ans pour manipuler psychologiquement la fille de son ennemi pour qu'elle l'aide à obtenir le pouvoir de détruire les Krakens et contrôler l'océan. Oh, il n'y a pas de Chelsea. Naître dans une culture de guerre est grave, mais manipuler un enfant pour l'y entraîner est encore plus bas et suscite la colère. Centre métallique. Sérieusement, fille,
15 ans, à ce stade, trouve juste un autre adolescent à manipuler. Bon sang, c'est vraiment une très mauvaise stratégie et ça ne va faire qu'empirer à partir de maintenant. Nous avons franchi le point de non-retour. Voici les méchants irrémédiablement mauvais. Et qui mieux pour commencer cette catégorie qu'un méchant biblique classique, le roi Ramsès II du prince d'Égypte, le pharaon d'Égypte et frère adoptif de Moïse. Ramsès a grandement contribué à la persécution des Juifs par les Égyptiens, les utilisant comme esclaves pour construire leurs monuments, ou pour tout ce qu'il avait envie de leur faire faire ce jour-là. Il n'a rien fait pour empêcher les Égyptiens de maltraiter même les personnes âgées et handicapées. C'est vraiment un type dérangé et je pourrais m'arrêter là, car la plupart comprennent facilement que l'esclavage est mauvais. S'il vous plaît, vous devez écouter. Je ne serai pas le maillon faible. La seule chose qui l'empêchait d'aller plus loin, c'est qu'il semblait vraiment tenir à sa famille, surtout à son fils aîné aujourd'hui disparu. Pourtant, s'il avait libéré les Juifs comme Moïse et Dieu lui-même le lui avait demandé, il aurait pu épargner à son peuple toutes ses souffrances. Laissez-moi. On peut avoir pitié de Ramsès, mais il a eu ce qu'il méritait. Dommage que son peuple en souffre. En suivant l'archétype des méchants DreamWorks esclavagistes, le professeur Marmelade devient votre cobaye. Ironique que l'archétype du loup déguisé en agneau ait été révélé en trahissant un vrai loup finalement gentil. Marmelade s'est montré comme un homme charitable et altruiste, convaincu que chacun avait du bon en lui. On dit que votre bonté vient juste après celle de Mère Teresa. Oh, Tiffany, ce n'est pas une compétition. Grâce à une astucieuse manipulation, il a trompé les méchants pour qu'ils volent la météorite à sa place, utilisant d'autres cobayes comme drones pour son sale boulot. Sérieusement, Marmelade, un cochon d'Inde contrôle d'autres cochons d'Inde lavés de cerveau comme des serviteurs téléguidés. Il garde toujours les mains propres, et pire, il donne l'argent à des œuvres de charité au lieu de le garder. Il fait envoyer l'argent à destination seulement pour qu'il soit volé à la fin. Je ne me suis jamais soucié de ce qui est bien, seulement de ce qui m'est bénéfique, comme, par exemple, 1 milliard de dollars. Oh, je viens d'avoir un frisson. C'est un petit salaud avide et sadique, ce qui est vraiment la dernière chose qu'on s'attendrait à dire d'un gars qui ressemble à un hamster. Mec, il est super doué pour être méchant. L'un des méchants les plus étranges à cette place du classement, Francis, et Francis arrive ensuite. Sérieusement, un bébé intolérant au lactose. Il s'avère que j'étais intolérant au lactose. Non, c'est sûrement un bug. Je ne pourrais pas reprocher à Franklin sa colère contre Dieu, la cigogne ou tout ce qu'il a créé dans ce monde d'imagination tordue. Mais l'homme décide d'en vouloir au bébé ? Je veux dire, je comprends. C'est un bébé assigné à la gestion, donc un adulte dans un corps de bébé. Il est logique qu'il en veuille aux collègues responsables de son licenciement. Il va plus loin en élaborant un plan pour créer un chiot si adorable qu'il capterait tout l'amour destiné au bébé à son profit. Et je vais enfin me venger avec... le chiot éternel. Tout cela est fait par pure méchanceté, sans aucune sympathie pour les vrais bébés, qui, selon lui, seront négligés indéfiniment. Ensuite, nous avons le premier méchant de Dragon, Mort Rouge. Je ne sais pas vraiment pourquoi il s'appelle Mort Rouge puisqu'il est genre à 85% gris. Mais peu importe la couleur de ce dragon, je sais que son cœur est tout simplement absent. Mort Rouge force les autres dragons à lui amener des humains comme nourriture, agissant en gros comme un roi qui attend que ses serviteurs satisfassent tous ses caprices. Ça a totalement du sens. C'est comme une énorme ruche. Ce sont les ouvriers et c'est leur reine. Elle les contrôle. Bien sûr, c'est un animal, mais les dragons ont déjà prouvé une grande intelligence, comme Croque-Mou et son talent artistique. Il est donc raisonnable de penser que Mort Rouge sait ce qu'il fait, mais cela reste une supposition. Il n'atteint donc pas un degré de méchanceté supérieur. En parlant de petits, passons maintenant à Lord Farquaad. Ne t'inquiète pas, on ne va pas raccourcir ton entrée. Promis, c'est la dernière blague sur la taille. Farquaad est petit, mais ce n'est pas pour ça qu'il est méchant. Tu crois qu'il essaie de compenser quelque chose ? Ce qui fait de lui un méchant, c'est le fait que c'est un dictateur élitiste qui ordonne à son armée de rassembler les créatures de contes de fées contre de l'argent, prévoyant de les exclure de son monde parfait. Il est même prêt à les torturer pour obtenir des infos, comme lorsqu'il menace d'arracher le bouton en sucre de Gingy. Très bien, alors, qui les cache? Et si vous croyez que sa haine des créatures de contes montrait qu'il se souciait de ses citoyens, vous serez déçus. Farquaad organise un spectacle où ses soldats s'affrontent pour gagner le droit de sauver Fiona du dragon. Plusieurs risquent de mourir, mais il accepte ce sacrifice. Peut-être que la prochaine fois, il devrait passer moins de temps à travailler sur cette tour et plus de temps à travailler sur lui-même. Oh, attendez, il est peut-être petit, mais le général Mandibule a un lourd casier judiciaire.
Mandibule est dangereux pour son peuple, estimant que seules les fourmis fortes méritent de survivre. Ce niveau de méchanceté rappelle un méchant de film d'animation japonais, surtout en voyant jusqu'où Mandibule est prêt à aller pour imposer sa société du manger ou être mangé. Il voulait enlever la princesse Bala et la forcer à un mariage pour créer, selon lui, une race supérieure. Et même à noyer toute la colonie ouvrière, tout ça au nom de son plan de dictateur. Un nouveau départ. Imagine-le. Une colonie forte, monsieur. Farquaad semble presque inoffensif à ce stade, non? Ensuite, tout empire. Nous en sommes au point où les personnages n'ont plus de qualité rédemptrice, à commencer par Tracassin. Tout. D'accord, vas-y. Rumple, une version encore plus dangereuse de la marraine, la bonne fée, sur le plan de son projet, a profité de la frustration de Shrek envers sa vie de famille pour le piéger et lui faire abandonner le jour de sa naissance. Cela a eu pour conséquence que Fiona n'a jamais été sauvée, et à travers une série d'autres événements, Rumple, avec son obsession pour les contrats et sa perruque, a fini par régner sur fort lointain. Il m'a cédé le royaume de fort lointain par contrat. Il règne d'une main de fer, menaçant souvent les sorcières avec un verre d'eau frais. Il ose même s'attribuer le mérite d'un plan volé à une sorcière qu'il venait de tuer. Quel monde! En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. Rumple est vraiment impitoyable. Je ne vais pas dire qu'il a des qualités qui l'empêchent d'être plus haut dans le classement, mais les autres méchants sont pires. Sur ce, parlons de Lord Shen de Kung Fu Panda 2, ce paon dangereux, comme un nombre inquiétant de méchants dans la liste d'aujourd'hui, est coupable de véritable génocide. La Chine sera à moi. Après qu'une voyante lui ait prédit sa fin par un guerrier noir et blanc, il prit la précaution de tuer tous les pandas qu'il trouvait. Lorsqu'il a découvert que Po, étant un panda, croyez-le ou non, était toujours en vie, il a consacré toutes ses ressources à l'éliminer pour que personne ne puisse arrêter son règne tyrannique. Les actions de Shen ont peut-être commencé par un désir de se protéger, ce qui pourrait être considéré comme de la légitime défense, bien que sous une forme extrêmement tordue et malsaine, mais il a pris un grand plaisir à tuer des pandas innocents et toute autre créature qui osait se mettre en travers de son chemin. Devant le monde entier, toi et ton précieux kung-fu mourrez. Même lorsque Po lui a offert sa clémence, lui, le guerrier dont il avait si peur, cela n'a pas fait changer d'avis Shen, montrant qu'il était totalement engagé dans la voie du mal. Ensuite, en voici le troisième méchant de la saga, Dragons, Grimmel le sinistre. Il reflète Harold, ayant aussi rencontré une furie nocturne jeune, mais il l'a tué au lieu de s'en faire un ami. Cela a mené à un plan pour éradiquer tous les dragons, sauf ceux qui la servissaient pour en tuer d'autres. Alors j'ai décidé de tous les tuer jusqu'au dernier, apportant ainsi la véritable paix aux habitants de ce monde. Ce type est vraiment tordu. Pour son plan de génocide des dragons, il menaçait Hiccup et tous les habitants de Burk s'ils ne livraient pas leurs dragons. Bien qu'il soit mort, il a réussi à faire livrer les dragons de Burk, qui vivront désormais en paix, loin des humains. Cela signifie que Grimmel a à la fois réussi et totalement échoué. Félicitations pour ta défaite, Grimmel. Ensuite, juste hors de notre top 5 des plus maléfiques, il y a Drago Bloodvist. Dans le prochain épisode de Le méchant qui se moque de la clémence, nous retrouvons Drago, un autre sombre opposant à Harold qui, au lieu de dresser les dragons, préfère les asservir et les utiliser pour s'emparer de tout le pouvoir qu'il peut attraper avec ses grosses patenossales. Les criminels de guerre sont étonnamment courants dans cette dernière catégorie, mais ce qui distingue Drago, c'est à quel point il est direct. Cet homme affiche clairement son intention de dominer le monde en tant que véritable alpha, contrôlant dragons et humains par la force et l'intimidation. Il parvient brièvement à contrôler Croque-Mou et tente de tuer Harold, mais tue finalement Stoïque qui s'est sacrifié. Drago est impitoyable et maléfique, et il paraît moins redoutable que nos autres méchants. L'un de nos prétendants à la médaille d'or, Pitch Black du film Les 5 légendes, arrive ensuite. Pitch peut sembler au départ être un personnage purement maléfique, et dans une certaine mesure, il l'est. Pourquoi il ne manque qu'une seule chose? Une touche de peur. Qui ne rentre jamais chez lui. Je veux dire, le but de cet homme est de détruire tous les espoirs, les rêves et la croyance des enfants dans les gardiens, et à plus grande échelle, de plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Alors pourquoi ne reçoit-il pas la médaille d'or du mal? En résumé, Pitch Black pourrait être un méchant tragique. On suggère qu'il a été rejeté par les gardiens, et que son pouvoir jadis destiné à guider les gens a été perverti par les cauchemars. Cela n'excuse rien de ce qu'il a fait tout au long du film, encore moins sa tentative d'amener Jack Frost du côté obscur. Mais on ne peut s'empêcher de se demander si Pitch Black aurait été au moins un peu moins maléfique s'il avait simplement eu des amis. Wow! Pourquoi avons-nous tant tardé à citer Jack Horner? C'est un monstre irrécupérable qui, comme Drago, ne cache même pas sa nature. Il peut paraître étrange de le mettre plus bas que Drago parmi les méchants, car il est un méchant bien plus léger.
je n'ai pas réussi à enlever cette pierre, mais c'est quand même plutôt cool, non? Mais blague à part, ce type est l'un des méchants les plus dépravés de la liste. Eh bien, tu sais ce qu'on dit, on ne peut pas faire une tarte sans perdre une douzaine d'hommes. Quiconque tirerait sans hésiter une balle en plein visage d'un chiot est indéniablement l'une des pires personnes sur cette planète. Et sans même parler de son objectif de créer essentiellement un monopole sur la magie, devenant ainsi le souverain suprême du monde. J'espère ne pas paraître insensible, mais Jack reçoit aujourd'hui la médaille de la gourmandise du jour pour vouloir toute la magie de l'univers, ce qui me semble justifié. Quand même ta conscience t'abandonne, tu mérites ta place parmi les plus maléfiques. La médaille de bronze du mal revient à notre dernier représentant de Kung Fu Panda, Kai le collectionneur. Shin est largement considéré comme l'antagoniste le plus maléfique de Kung Fu Panda, ce qui est tout à fait justifié, et honnêtement, nous étions aussi de cet avis. Mais voici le truc avec Kai, ancien ami d'Oogway. Ils ont découvert ensemble un village de pandas qui leur a appris le chi. Presque immédiatement, la révélation de ce pouvoir a corrompu Kai et il a décidé d'attaquer le village, volant tout le chi des pandas pour lui-même. Lui et Oogway se sont affrontés dans un combat qui a ébranlé la Terre, et Kai a été banni dans le monde des esprits. Il a alors décidé de détruire l'héritage d'Oogway par vengeance et de finir son vol de chi. Alors nous allons la terminer ici. Comme Jack Horner, il voulait s'accaparer tout le pouvoir magique de l'univers, ce que Poe lui a accordé. Un pouvoir divin n'est pas vraiment gérable si vous n'êtes pas un dieu. Ainsi, Kai a dû rester à vie dans le monde des esprits. Passe le bonjour à Tai Lung, Kai. En parlant de l'au-delà, la médaille d'argent du mal revient à Eris, la déesse du chaos dans Sinbad, la légende des 7 mers. Comme son nom l'indique, Eris est une déesse du chaos, et avec son acolyte de premier plan Proté, elle est en gros la meilleure partie du film. Un chaos glorieux. Elle crée le chaos sans autre raison que le chaos lui-même, ce qui est vraiment chaotique, et prend un immense plaisir à jouer avec la Terre et ses habitants, allant jusqu'à piéger Sinbad pour ses propres vols et le faire chanter pour qu'il accomplisse ses volontés. À première vue, on pourrait croire qu'elle a un certain sens de l'intégrité parce qu'elle tient parole à Sinbad. Mais ce n'est que parce que, de son propre aveu, elle est liée pour l'éternité. À en juger par sa crise de nerfs à la fin du film, si Eris avait obtenu ce qu'elle voulait, elle aurait empêché Sinbad de naviguer sur les 7 mers. Pour renforcer sa place, elle affirme quitter Sinbad uniquement parce qu'elle a d'autres personnes à manipuler. Ce degré de mesquinerie est presque respectable. J'ai des endroits où aller, des choses à détruire, des trucs à voler. Et vous pouvez saluer notre médaillé d'or du mal, Galaxar, de Monstres contre Aliens. La plupart des méchants dont nous avons parlé jusqu'à présent avaient un point commun important. Ils avaient une raison pour ce qu'ils faisaient. Même Eris, elle est littéralement la déesse du chaos. Donc, franchement, que pourrait-elle faire d'autre? Maintenant, d'un autre côté, je suppose que Galaxar a une raison au sens large. Il veut détruire toute vie sur la planète Terre pour la remplacer par des clones de lui-même. Mais pourquoi exactement veut-il faire ça? Bonne question. La réponse semble être que Galaxar est un véritable psychopathe qui fait ce qu'il veut, quand il veut. La majorité d'entre vous ne survivra pas aux prochaines 24 heures. Les survivants seront réduits en esclavage et utilisés comme cobayes. Vous ne devriez en aucun cas prendre tout cela personnellement, c'est juste du business. Une question encore meilleure est de savoir pourquoi il a détruit sa propre planète natale avant les événements du film. Et la meilleure raison que nous puissions donner, c'est que sa femme n'arrêtait pas de le harceler pour avoir des enfants. Vous n'avez probablement, et heureusement, pas besoin que nous vous disions que ce n'est pas une réaction proportionnée. Et c'est exactement pour cela qu'il remporte notre médaille d'or du mal. Qui ose me réveiller? Galaxar, c'est comme si vous mettiez Roger de American Dad et Zim, l'envahisseur, dans un mixeur, puis que vous retiriez toutes leurs qualités sympathiques, ce qui n'est pas beaucoup, vraiment. Le résultat serait un homme doté d'une intelligence géniale, d'une ambition de domination mondiale, d'un ego démesuré et totalement dépourvu de toute fibre morale. Ce niveau de méchanceté était quelque chose dont la plupart des méchants ne pourraient même pas rêver. Donc même s'il est indéniablement un personnage purement maléfique, Galaxar devrait honnêtement être fier d'avoir réussi à être aussi incroyablement malveillant.